merci beaucoup Bruno. Donc moi je suis Catherine Lacourgonnet, pédopsychiatre, président élect, c'est-à-dire que je succéderai à Bruno Falissard, et ça sera une lourde tâche à la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées. Et je peux que remercier Bruno pour la qualité de cette journée et tout le travail préalable, parce que il a su nous faire bosser en équipe, avec des deadlines toujours tenus, des horaires toujours respectés, des contenus toujours enrichis. Et c'est une aventure passionnante. Et c'est vrai que cette journée, c'est une des étapes de la construction de ces assises de refondation de la pédopsychiatrie, c'est-à-dire que et Bruno a l'idée de retravailler à partir des questions et des remarques qui ont été faites des uns et des autres pour finaliser les propositions que nous pouvons faire. Et l'idée, c'était qu'on puisse, nous, de notre discipline, avoir des propositions qui soient qui émanent des pédopsychiatres, mais aussi en lien avec la société civile, les personnes concernées. Et j'espère que... Enfin, je pense que c'est une réussite déjà dans la tenue de ces journées. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde de l'après-midi, donc pour la poursuite de comment on avance ensemble, Pauline Espy, donc, qui est pédopsychiatre à Lyon. Donc là aussi, on a des représentations territoriales qui sont tout à fait intéressantes et en partage. Et donc qui est co-autrice de l'étude, qui travaille au CHU à Lyon et qui a des fonctions cliniques où elle s'occupe d'une unité de crise pour adolescents. Voilà, et pas que. Mais peut-être qu'elle nous en dira un petit peu plus d'où elle parle. Ensuite, nous avons notre représentant des familles, qui est Daniel Cagliaroli. Voilà, qui est là pour l'association TDAH et qui donc vient de la société civile, mais si j'ai bien compris, a quand même travaillé un peu en pharmaco, donc a quand même une connaissance du milieu dit médical. Voilà. Et on est ravis d'avoir cette représentation. Merci de vous être libérés. Voilà. Et puis je ne saurais dire finalement dans tous vos niveaux d'intervention, parce que jeune retraité que vous êtes, vous participez à de nombreuses à l'HAS, le Conseil territorial de santé. Voilà. On s'arrête là. Mais vous aurez toute la place, j'espère, de développer un peu vos différentes actions. Emmanuel Godot, médecin de santé publique à l'EHSCP, SP plutôt, santé publique, et donc qui est médecin de l'éducation nationale, mais aussi qui a son HADR de santé publique et qui travaille en épidémiologie sur la santé des jeunes et qui a une légitimité, une assise nationale extraordinaire. Et c'est vrai que là encore, à un moment où le nerf de la guerre, c'est ce qui nous manque, c'est les études épidémiologiques, les chiffres. Vous nous apportez des éléments qui sont fondamentaux pour la réflexion de notre discipline et son devenir. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir à cette table ronde Jean-Michel Coq, psychologue, membre du conseil d'administration, un collègue éminent, humble et néanmoins extrêmement compétent, lettré, et qui représente les disciplines associées à cette table ronde. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser la parole à chacun pour 10-15 minutes pour avoir un peu votre avis sur, donc Pauline, peut-être plus précisément la façon dont l'étude s'est mise en place et ce qu'elle peut en dire. Et puis, chacun vos réactions un petit peu par rapport à ce qui a été dit ce matin. Pauline, à vous. Oh oui. Eh bien, bonjour à tout le monde.
Voilà, tu l'as précisé. Donc je m'appelle Pauline Espy, je suis pédopsychiatre sur Lyon, à la fois dans une unité de crise pour adolescents et puis dans une UAPED, une unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger, et sur une consultation de trauma complexe où j'accompagne des adolescents qui sont exposés à des psychotraumas migratoires et puis des adolescentes qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Donc ça, c'est ma position clinique. Et puis, en effet, peut-être moi je peux dire un petit mot de comment tu as pensé, surtout Bruno, l'étude, et comment nous on t'a accompagné, Alexandra et moi, dans ce travail-là. En tout cas, moi, ce que je peux en dire de ma place, c'est que, en tout cas, tu m'as proposé de participer à l'étude parce que j'avais eu l'idée de commencer une thèse de santé publique sur l'organisation des soins dans le trauma complexe, qui était un enjeu que moi je rencontrais dans ma pratique. Et puis finalement, ce qui a été très intéressant de mon côté, moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, c'est que j'ai finalement abandonné l'idée de faire ce projet de thèse, mais c'est comme si le terrain qui m'intéressait dans ce travail de thèse, en fait, il était comme répondu, ou en tout cas nourri par le travail qui est fait ici. C'est-à-dire que le travail de réflexion collective autour des enjeux de la pédopsychiatrie, et qu'est-ce qui relève de la pédopsychiatrie, qu'est-ce qui n'en relève pas, et finalement comment nos frontières elles sont en mouvance permanente, en fait, le fait d'y travailler à plusieurs collectivement, c'était pour moi finalement beaucoup plus séduisant et nourrissant que d'y faire un travail plus classique sur le plan d'une thèse de santé publique. Donc, voilà un petit peu comment ça évolue de mon côté. Et puis c'est aussi au même moment où moi j'ai eu le souhait de reprendre en fait une activité clinique engageante du côté de la clinique adolescente. Donc je ne sais pas très bien comment ça s'est opéré, mais c'est comme si ça venait que plutôt que uniquement d'être dans une posture méta, que la question de la posture un peu méta, elle devait s'accorder avec aussi un engagement clinique qui était très très fort, du côté d'une clinique polyvalente et puis aux interfaces et aux frontières à la fois des trajectoires des adolescents et puis du territoire. Donc voilà un petit peu comment ça a cheminé de mon côté. Et en effet, le fait de participer à la rencontre de tous les collègues, il y a eu quelque chose de très rigolo parce qu'il y avait à la fois comme un plus petit dénominateur commun en quelque sorte qui se dessinait, c'est-à-dire vraiment je pense une préoccupation éthique commune et un engagement aussi dans la pratique. Je pense aussi une passion quand même pour la pédopsychiatrie, puis pour la rencontre avec les enfants, les adolescents, les familles. Et puis la question de comment rester désirant dans nos pratiques avec les enjeux qui sont les siens, pour pas devenir que trop ronchon, grognon, et en même temps ne pas être dupe non plus des difficultés de notre discipline. Enfin voilà, ce truc un peu de principe de plaisir, principe de réalité, qui était finalement un peu comme le plus petit dénominateur commun, je crois, de tous les gens qu'on a rencontrés. Et puis après, avec des vraies mises au travail qui ont été discutées aussi ce matin par Christophe et Claire, les vraies dialectiques à l'œuvre un petit peu de comment on peut penser ce qui fait point d'achoppement, en tout cas dans la pédopsychiatrie. Voilà, donc moi j'ai un petit peu vécu comme ça cette étude, et puis après il y a eu tout un gros travail peut-être pour redire d'un point de vue méthodologique, on a essayé, je crois, de ne pas exprimer notre point de vue, mais d'être porte-parole en fait du point de vue des autres et de points de vue hétérogènes, puisque les personnes qui étaient interrogées étaient de manière intentionnelle, issues de différents champs et de différentes pratiques, différents positionnements, et du coup comment de cette hétérogénéité aussi des positionnements ou des points de vue autour de la pédopsychiatrie, on pouvait en restituer quelque chose qui ne voulait pas être homogène, mais en tout cas voulait plutôt ouvrir, on va dire, un petit peu des problématisations actuelles. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et du coup, de se dire qu'on avait pour mission, en quelque sorte, d'être porte-parole sur la scène sociale des lignes de tension qui animaient notre discipline. Et voilà, peut-être pour dire aussi, d'un point de vue méthodologique, donc on a, Alexandra et toi avez thématisé tous les entretiens qu'on a fait, et puis tu as eu même le souci de trianguler avec ChatGPT, je pense qu'on peut le dire, pour essayer justement d'être le plus objectif et neutre possible et pas être nous les humains et qui sommes aussi très émotionnels, en tout cas imprégner aussi les résultats de nos points de vue à nous implicites, mais d'essayer justement d'en restituer quelque chose de le plus neutre possible. Donc
voilà, moi, le rapport qui a été transmis aussi par la suite, je vois plus, non pas comme des guidelines ou des bonnes pratiques, ou, enfin, je crois que c'est pas du tout ça le but, quoi, mais c'est vraiment plutôt de restituer l'état un peu des points de discussion ou de tension qui peuvent être sous-jacents, pour après justement permettre d'en discuter avec les autres collègues et puis surtout les autres institutions impliquées dans le champ de l'enfance. Donc je trouve quand même que ça permet vraiment de faire ça. Enfin, en tout cas, depuis ce matin, l'impression que c'est quand même très, très opérant, en tout cas comme méthodologie de travail. Après, moi, si je parle un petit peu plus de ma place à moi en tant que jeune professionnelle, je rejoins quand même pas mal ce qu'a dit Charles-Édouard ce matin. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fois, ne pas être dupe des difficultés de la discipline, ça paraît absolument essentiel, et en même temps, ne pas non plus oublier qu'on aime profondément ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je rencontre ma discipline. Et puis que mon métier fait du sens. Enfin, ça, j'en ai aucun doute, quoi. Alors que j'ai plein de copains de mon âge qui font plutôt des métiers que eux-mêmes qualifient de bullshit job, dans des métiers de consulting, etc. Et pour lesquels, en fait, moi, j'ai jamais ces questions-là. C'est-à-dire, quand je vais rencontrer les adolescents, les enfants tous les jours, je ne me pose pas la question du sens de ce que je fais. Enfin, et c'est quand même quelque chose de très précieux. Et donc, même si notre discipline rencontre des difficultés, il y a aussi plein de jeunes externes, d'internes qui viennent travailler à nos côtés, qui sont très passionnés en fait par la rencontre clinique. Et c'est important quand même de se le redire. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et puis après, peut-être l'autre chose que moi je trouve très, très, très opérante aussi dans ce type de journée ou de dispositif, c'est de se dire qu'on a... je crois que c'était Robert Castel qui disait ça, à la fois un rôle clinique et un rôle social, qui sont un peu consubstantiels dans la pratique de la pédopsychiatrie, entre autres. Je pense qu'en effet, c'est moins le cas pour mon frère est néphrologue, et je pense que c'est moins le cas pour un néphrologue, quoique. Mais en tout cas, nous, je pense que c'est très très fort qu'on ait à la fois un rôle clinique et un rôle social, c'est-à-dire d'être comme les porte-paroles sur la scène publique des multiples éthiopathogénies qui participent de la survenue des troubles des enfants qu'on rencontre. Et du coup de pouvoir non pas penser que c'est que notre sujet à nous, mais en tout cas pouvoir restituer aussi aux autres des questionnements qu'on a à l'œuvre sur, je sais pas moi, l'impact des écrans, les changements dans le rapport à l'instruction, des multiples sujets qui sont sociétaux, mais que nous on vient attraper dans notre clinique individuelle. Et du coup, moi je pense qu'on est plusieurs dans les jeunes collègues à s'être souvent dit que c'était complètement, qu'il manquait quelque chose si on s'en tenait qu'à la rencontre clinique, et qu'en tout cas on n'avait pas une pensée, ou en tout cas d'autres espaces pour problématiser avec d'autres disciplines les différentes problématisations qui se retraduisaient après en bout de course en quelque sorte dans la souffrance des enfants qu'on rencontrait, et que sinon ça faisait un peu un truc comme une souris qui court dans une roue, qui n'était pas holistique dans la manière de prendre le problème. Donc c'est vrai que de pouvoir à la fois avoir notre pratique clinique et puis en même temps d'être affilié à des sociétés savantes, ou en tout cas à des collectifs qui réfléchissent aux enjeux de la discipline, voilà, pour moi ça répond à quelque chose que moi j'appelle rôle clinique, rôle social, mais qui je pense est très, très inhérent en fait à notre discipline, avec non pas l'idée qu'on va les résoudre ces questions-là. Je ne pense pas que ce soit des questions qu'on résolve, je pense que c'est des questions qui sont toujours en transformation, et je ne pense pas qu'il y aura un jour une bonne organisation des soins en pédopsychiatrie, parce qu'elle est profondément évolutive, notre discipline, et que par contre que ça continue à être des lignes de tension et des lignes de discussion sur lesquelles on se remet en cause, sur lesquelles ça nous pousse du coup à discuter avec d'autres, et puis à rester très vivant en fait dans nos pratiques. Moi, ça me va bien comme manière de voir les choses, et c'est pas grave si on résout pas les problèmes. Et puis aussi parce que ça permet à d'autres, les transformations en tout cas qui sont, moi, par exemple dans la petite unité où je travaille là, qui a longtemps souffert d'une précarisation médicale, d'une absence de médecins, en fait il se passe aussi d'autres choses, c'est-à-dire que les soignants se saisissent aussi de plein de fonctions différentes, il y a plein d'idées qui émergent, il y a une créativité quand même qui est importante, et où le médecin se retrouve finalement plutôt à autoriser et ne pas empêcher, et soutenir les initiatives et les idées des uns et des autres, ce qui est aussi une partie intéressante, je trouve, du travail de docteur.
Enfin voilà. Donc en fait, même si les choses se transforment, moi je suis pas très inquiète. Alors aussi parce que je pense qu'on est dans des collectifs et du coup il y a quelque chose qui soutient beaucoup le désir. Mais voilà, en tout cas moi c'est. Et puis bon, peut-être je peux passer la parole et puis on continuera à discuter après. Ok, je prends ce micro. Oui. Donc je prends la parole. Merci Catherine pour l'introduction. Donc je complète juste. Donc je suis membre de l'association Hyper Super TDAH France, qui est une association nationale agréée d'utilité publique et qui est aussi l'agrément en termes d'association de représentation de patients. J'en suis le vice-président et donc administrateur également. J'ai d'autres casquettes, donc je connais un petit peu le monde médical par mon expérience industrielle dans l'industrie pharmaceutique et aussi par les différents mandats que j'occupe dans des institutions comme l'HAS et comme d'autres. Donc là, aujourd'hui, je voudrais porter témoignage du parcours d'un parent, d'un adolescent aujourd'hui, mais avant d'être adolescent, il était tout petit. Alors, je ne vais pas raconter toute l'évolution, mais ce qui est important, selon moi, d'avoir présent à l'esprit, c'est que, parlant de TDAH, l'enfant grandit, les répercussions de son TDAH évoluent avec l'âge et avec son environnement. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Et avant d'aller plus loin, j'ai oublié ce que je voulais vous dire au départ, c'est-à-dire que la pédopsychiatrie, pour moi, c'est un enjeu sociétal. C'est un enjeu sociétal parce que les enfants, ça a été dit ce matin, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et donc la façon dont ils vont se construire, dont on va les accompagner dans cette construction en tenant compte de leur handicap et aussi de leurs atouts qui peuvent être liés aussi à leur handicap, détermine ce qu'ils deviendront plus tard. Après, sur une vision beaucoup plus comptable, une mauvaise gestion de ces enfants dans leur pathologie, ça créera des désordres pour la société et des coûts. Donc il y a un intérêt factuel, il y a un intérêt évidemment éthique de prendre en compte les difficultés et d'accompagner ces enfants. Donc sur le parcours, effectivement, le TDAH a des implications sur les distractions, le manque de concentration, l'impulsivité, l'incapacité à organiser des séquences. Ça est lié à des troubles cognitifs, des sauts d'humeur. Donc on vit dans un environnement, l'enfant commence dans un environnement avec d'autres petits-enfants et puis avec le système éducatif. Et il va se trouver très vite marginalisé par son comportement, les parents désorientés. Comme disait ma collègue précédente, on voit quand même en tant que parent quand ça commence à tiquer, c'est-à-dire une activité débordante, non-stop, pas de repos entre les transitions sur les différentes activités. Donc là, on se dit quand même, ça fait beaucoup. Bon, les grands-parents disent « Oh, c'est normal, il est jeune, il est plein d'énergie. » Mon œil, hein, quand même, à un moment donné, trop, c'est trop. Donc au départ, dans la vie scolaire, les désordres sont surtout d'ordre disciplinaire. Parce que c'est des enfants qui, par leur attitude, sont perturbateurs. Alors, le diagnostic vient souvent par les parents eux-mêmes qui vont s'adresser par eux-mêmes. Et s'ils ont la chance de rentrer dans une filière, ils vont être pris en charge. Et on va commencer les tests et on va aussi faire un peu d'errance au niveau de différents intervenants, donc des psychologues qui ne sont pas forcément formés, d'autres qui le sont. Donc tout ça, je voudrais souligner aussi l'importance de ce que ça représente en termes de temps à consacrer pour des parents qui sont actifs et qui travaillent et qui ont des obligations. Donc, à un moment donné, on fait la bonne rencontre et on a un diagnostic qui est posé, pour faire court. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a un traitement. Et là, les parents, tout de suite, ont en tête la culpabilité, la camisole chimique. Voilà. Et puis, vous faites ça parce que c'est pour votre tranquillité à vous. Donc, cette décision, nous, on l'a prise, mais pas du jour au lendemain. On a vraiment tâtonné, on s'est posé des questions éthiques. Et puis, bon, on a été rassurés par
la pédopsychiatre qui nous a dit c'est un traitement, c'est on-off, vous pouvez commencer, vous pouvez vous arrêter, si c'est pas bien toléré, on peut changer, voilà, on passe à autre chose. Donc nous, on a fait le test. Notre fils avait 8 ans, il était donc alors CP, CE1, CE2, CM1, CM2, ça devait être CM2. Et là, les résultats scolaires ont monté en flèche. Donc pour nous, ça a été positif. Alors il y a eu des adaptations, je passe là-dessus, sur les effets indésirables sur l'appétence. Donc la forme à libération prolongée ne correspondait pas parce que ça faisait trop enfin, notre fils mangeait le matin et puis il fallait attendre le soir, donc ça fait quand même une fatigue supplémentaire, etc. Donc là, on a passé le cap et arrivé. Alors, sur les histoires PAI, PAP, c'est débrouillez-vous. Je le dis franchement, comme on l'a vécu. Peut-être d'autres l'ont vécu différemment. Il y a eu un frein pour les PAP au niveau de l'école élémentaire, la primaire. Il n'y a pas de transmission d'une année à l'autre. Donc, vous reprenez votre bâton de pèlerin, vous allez rencontrer les profs. En général, c'est bien accueilli. Les profs sont bienveillants. Je parle du primaire, où la pression est moins forte sur les résultats scolaires, même s'il y a les apprentissages, lecture, rédaction, etc. Bon, ça veut dire chaque année, on recommence. Donc là, il y a un axe d'amélioration quand même. Il faudra qu'on réfléchisse à ça, que ce soit au niveau des collèges et au niveau des lycées. Alors après, quand vous passez du collège au lycée, alors là, c'est la césure totale. Vous reprenez tout, vous recommencez. Alors, la transition, c'est bien faite, c'est mieux faite entre troisième et seconde, je dois quand même le dire, parce qu'il y a eu un dossier fait pour le brevet, avec aménagement tiers-temps. Et donc, ça a créé un dossier qui était plus facile à transmettre. Mais les professeurs, ils ne sont pas informés. Il faut aller les voir, il faut leur expliquer les aménagements. Donc, tout ça, effectivement, ça prend du temps. Alors, j'ouvre juste une parenthèse sur un sujet qui n'a pas été abordé. C'est la situation des proches aidants et aussi le répit. Donc, aujourd'hui, mon fils est en première. Entre la seconde et la première, pour ceux qui ont des enfants, ils ont peut-être constaté, il y a un saut assez important. Il y a beaucoup de matière, et là, on demande de plus en plus d'autonomie et de capacité à l'enfant de créer des liens entre une thématique et une autre, entre une matière et une autre, l'histoire, la géopo, l'histoire, la géographie, l'histoire, les sciences éco et sociales, etc. Et ces enfants-là ont ce handicap-là de pouvoir s'organiser. Donc mon fils survit parce que ma femme est derrière à lui préparer, l'organiser, lui rappeler les devoirs. Moi, j'ai un petit peu plus de difficultés avec mon fils, même si je lui dis tu peux me consulter quand tu veux, s'il faut passer 3 heures pour t'expliquer, mais bon, avec moi, ça se passe pas bien par rapport à ça. Donc c'est ma femme qui assume. Donc j'ouvre une parenthèse. Dans l'expérience associative, souvent c'est les femmes qui assument et qui se sacrifient. Et moi j'ai des exemples de femmes qui ont dû cesser leur activité professionnelle quand elles ont en plus des fratries TDAH, d'accord, à gérer. Des femmes qui sont parties en burn-out, des femmes qui ont été licenciées du fait de la charge que ça représentait pour elles. Donc ça, c'est pour une première description un petit peu sur l'environnement de l'enfant et ce que ça implique pour tout le monde. Alors, évidemment, on parle d'école inclusive. Alors là, il y a des progrès à faire. Alors, on parlait tout à l'heure de statistiques, 3%, 6% sur le nombre d'enfants atteints de TDAH, ceux qui sont diagnostiqués, ceux qui ne le sont pas. Et si on part sur 3%, mettons, le bas de l'échelle, sur un lycée à 1000 personnes, ça fait 30 élèves. Bon. On pourrait envisager que des élèves à particularité, je ne sais pas comment les nommer, qui sont en capacité de rester dans le système scolaire classique, puissent être suivis dans leur évolution par rapport aux méthodologies de travail qu'il faut leur apporter pour compenser leur handicap et leur façon de raisonner différente. Et ça, c'est un enrichissement, je pense, pour les professeurs qui se consacreraient à ce soutien. Alors j'entends bien les professeurs référents ressources. En collège, j'avais un professeur ressources, il était basé à Versailles. Nous, on est à Antony. Bon, voilà, c'était pas jouable, terminé. Donc là, il faut in situ avoir des professeurs qui sont formés, intéressés. Je pense qu'on peut se former, je parle du TDAH, on peut se former au TDAH sur la façon dont on raisonne et aborde cognitivement un enfant, les données, les problématiques. D'ailleurs, ça bénéficierait à tout le monde parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser. Donc j'ouvre une autre parenthèse. Les grands groupes ont bien compris ça, puisque je vais parler de Sanofi, par exemple, parce que j'ai ma femme qui travaille chez Sanofi. Il y a un groupe sur les différences cognitives
et qui a été créé. Alors pourquoi ? En termes de management, vous ne managez pas les gens de la même manière en fonction de leur façon de gérer l'environnement. Alors après, vous pouvez dire, le temps, on parlait de top-down, le temps, on disait c'est comme ça, le bon travailleur, celui qui fait ça, le bon collaborateur, celui qui fait ça. Non, il y a plusieurs façons de faire les choses. Ce qu'il faut, c'est un résultat efficient à la fin. Donc là, il faut de la tolérance aussi. Et je pense qu'en termes de pédagogie, le fait d'ouvrir et l'école et les autres élèves à des approches différentes, ça concourt à rendre aussi une société plus tolérante. Je ne vais pas plus loin là-dessus, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, je poursuis, je vais essayer d'aller plus rapidement. Oui, alors l'enjeu de l'école, si quand même j'enfonce le clou, c'est 15 ans. Hein. Un enfant, il va passer 15 ans entre la maternelle et la sortie du lycée, c'est 15 ans. Donc l'école, c'est vraiment le plus grand commun des dénominateurs. Tout à l'heure, j'entendais parler de commun dénominateur. C'est quand même là où tout se passe. Donc il faut quand même mettre le paquet. Et à mon avis, on a des progrès à faire dans ce domaine. Et je suis disponible pour y travailler dans des groupes de travail ad hoc. Alors, système de soins. Alors bon, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Hein. La démographie médicale, elle n'est pas favorable aux besoins de la population, on le sait. Ça, c'est transversal, hein. Ce n'est pas que la pédopsychiatrie, malheureusement. La question des transferts de compétences pour alléger, ça, il faut vraiment y réfléchir. Et puis ça donne du sens. Et puis ça permet aussi de faire monter en compétences et en intérêt d'autres professions de santé qui peut-être sont peut-être plus limitées, non pas le niveau d'un pédopsychiatre, mais ont aussi des choses à apporter pourvu qu'on les forme. Bon, on parlait des IPA, il y a des choses qui peuvent être faites par les IPA dans d'autres domaines. Les IPA aussi, elles ne se multiplient pas comme ça, c'est compliqué aussi. Mais l'état d'esprit, c'est celui-là. C'est là où il y a de la capacité, il faut utiliser. Et puis c'est de la promotion sur d'autres métiers, c'est de l'attractivité pour d'autres métiers. Enfin, ce sont des cercles vertueux qu'il faut déclencher, entretenir. Alors, lisibilité des parcours, alors là, je suis d'accord. Hein, je me mets dans la position du représentant des usagers, parents. C'est difficile de trouver la porte d'entrée. Hein, voilà, c'est très difficile de trouver la porte d'entrée. Alors, comme je suis dans un conseil territorial de santé, alors on a les systèmes, les DAR, dispositifs d'appui. Les DAC, pardon, dispositifs d'appui à la coordination, il y a les CPTS, il y a un certain nombre de structures qui font de la coordination, beaucoup de monde coordonne, c'est compliqué, et ce qui fonctionne, c'est les gens qui trouvent une motivation à travailler ensemble et qui mettent l'énergie sur un projet commun. Voilà. Le grand rêve, moi je l'ai vécu dans l'industrie, le grand rêve, c'est la procédure qui règle tout. Tout le monde travaille pareil et on a un rendement merveilleux. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est des individus. C'est pas à vous, pédopsychiatre, que je vais apprendre ça. La vraie vie, c'est la motivation des gens à faire des choses ensemble et d'être utile et d'avoir du sens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, c'est ce qui fonctionnera localement. Il y a des témoignages, mais se reposer simplement sur des dispositifs sans y mettre de l'âme et du cœur, ça fonctionne pas. Et adapter, ce qui a été dit aussi, je pense que ça ressort peut-être aussi dans le rapport, adapter les territoires aux besoins plutôt que l'inverse. Ce que j'ai aussi entendu dans les instances où je siège, c'est en fait sur un certain nombre de compétences, on parle des mêmes territoires, mais les compétences ne se superposent pas. Donc on ne comprend pas la lisibilité, c'est-à-dire que pour telle action médicale, ça va être tel territoire, pour une autre action, c'est un autre territoire, et tout ça n'est pas cohérent, n'est pas articulé. Voilà. Alors, je poursuis pour arriver à la conclusion. Oui, alors on en a parlé ce midi, c'est aussi la transition ado-adulte, où là, j'ai bien compris qu'il y avait des trous dans la raquette, et ça, c'est un vrai sujet avec la rupture de soins, de parcours de soins, par-dessus cette problématique. Je terminerai par la recherche. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, puisque voilà, je vis l'événement en fonction de l'évolution de mon fils et des témoignages qu'on a aussi évidemment dans l'association, mais là de façon plus prégnante, c'est avoir connaissance des filières de formation. Quand je dis filières, ce n'est pas des filières qui sortent l'enfant du système quand on a le choix et que c'est possible. C'est pas toujours possible, il faut aussi des structures adaptées, et ça, je le comprends. N'empêche que la même problématique se pose, c'est-à-dire quel est l'avenir de ces enfants-là, quelles sont les filières qui leur correspondent le mieux. Et là, on parle, à ce moment-là, on se retourne vers les adultes, et quel a été le parcours de ces adultes
quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées, éventuellement quels sont les chemins qui fonctionnent. Ça, c'est vraiment pour moi une préoccupation. Alors, je parle malheureusement que de ce que je connais un peu mieux, c'est-à-dire le TDAH. Bon, un peu comme l'autisme, c'est devenu public, un peu plus public que par le passé. Et donc maintenant, vous avez, alors ça commence souvent par le show business, des acteurs, des actrices, des chanteurs qui disent « moi j'ai un TDAH, etc. mais j'ai réussi, je me suis organisé, etc. » Donc c'est bien aussi de savoir ce qui a fonctionné et donner de l'espoir à tous ces jeunes. Donc j'ai été long, je m'en excuse et je vous remercie pour votre attention. Ok. Bon, alors je vais enchaîner. On va essayer de rester réveillé. C'est dur. Et puis surtout, ce que je constate, c'est que beaucoup de choses ont été dites ce matin. J'étais hyper frustrée quand on est parti manger parce qu'on s'est dit, bon, à quoi ça sert qu'on revienne? Bon, puis quand même, on a un sur moi, donc on est revenu. Mais c'est l'efficacité de la répétition, Emmanuel, qui compte. C'est ça. Voilà. Bon. Alors, donc, juste pour dire que je suis ici en particulier en tant que responsable de la formation des médecins de l'éducation nationale à l'École des hautes études en santé publique, puisqu'il s'agit de médecins, quelle que soit leur spécialité, qui passent un concours pour devenir fonctionnaires d'État. Et une fois qu'ils ont passé leur concours, ils viennent se former à Rennes entre 8 et 16 semaines. Et c'est moi qui coordonne la formation qu'ils reçoivent. Je suis aussi, et ça légitime aussi, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis là, je pense, membre du Haut Conseil de la santé publique dans le groupe qui travaille sur la santé de l'enfant et de l'adolescent. Donc c'est aussi ça qui nous anime et qui nous rapproche avec toutes sortes de professionnels qui travaillent sur ce groupe d'âge. Et puis enfin, je suis là aussi un peu, je pense, parce que je coordonne pour la France une enquête internationale qui s'appelle Health Behavior in School-Age Children, qui en France, désormais, a fusionné avec une autre enquête internationale qui se passe chez les lycéens, alors qu'HBSC se passe chez les collégiens, et qui désormais s'appelle l'enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances, ce qui forme l'acronyme ENCLAS, et qui est une enquête qui désormais a lieu tous les 2 ans, et qui est sur les comportements de santé des collégiens et des lycéens et leurs déterminants. Et vous pensez bien que si on travaille sur les comportements de santé des ados, il y a donc des questions sur le bien-être et la santé mentale. Donc, il se trouve que le 9 avril dernier, ça vous a peut-être échappé, mais avec moi, vous n'allez pas y échapper, on a sorti avec Santé publique France les données sur la santé mentale et le bien-être des ados. Donc, on en a interrogé 9500 en 2022. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que globalement, ils vont bien. Et j'insiste sur ce message parce qu'il me paraît important, et il me paraît d'autant important à tenir devant une audience de gens dont le regard est peut-être un peu biaisé, puisque par construction et par métier, vous voyez des adolescents qui vont plutôt mal. Sinon, ils ne vont pas trop voir les pédopsychiatres. Donc, globalement, ils vont bien. 8 sur 10 nous disent qu'ils se sentent en bonne santé, et 8 sur 10 nous disent qu'ils sont satisfaits de la vie qu'ils ont au moment où ils répondent au questionnaire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et il faut vraiment la garder en tête. Pour autant, il y a un certain nombre de clignotants qui sont au rouge et qui, là, vont faire écho à tout ce que vous savez et tout ce dont on a parlé ce matin. Il y en a un peu plus de la moitié seulement qui présentent un bon niveau de bien-être mental selon une échelle de l'OMS développée pour les adolescents à partir de 5 items. Et plus de la moitié de nos collégiens et de nos lycéens nous disent éprouver ce qu'on appelle, nous, des plaintes récurrentes, c'est-à-dire le fait de rapporter plus de 2 plaintes qui sont fréquentes à l'adolescence, qui ne correspondent à aucune pathologie en tant que telle, mais qui sont un peu constitutives de cette période. Courtecuisse avait appelé ça les symptômes flous de l'adolescence, c'est-à-dire avoir mal au dos, avoir mal au ventre, avoir la tête qui tourne, avoir du mal à s'endormir, mais quand même aussi se sentir déprimé, nerveux ou irritable. Donc plus de la moitié. Un quart des collégiens et des lycéens déclarent se sentir seuls toujours ou souvent.
15% présentent un risque important de dépression avec une échelle qui est la DRS, qui a été développée par l'équipe de Bruno pour la France. Et un quart des lycéens nous disent avoir eu des pensées suicidaires dans l'année précédente et 1 sur 10 avoir fait une tentative de suicide. Tout ça, ça renvoie à des chiffres que vous connaissez déjà, à des chiffres de passage aux urgences que publie Santé publique France ou aux chiffres d'hospitalisation pour tentative de suicide en milieu hospitalier. L'autre chose importante et problématique, c'est que tous ces indicateurs, puisque moi je vous parle d'une enquête qui est périodique, répétée depuis 20 ans, tous ces indicateurs se sont particulièrement dégradés entre 2018 et 2022. Donc, c'est pas bien difficile. Depuis 2018, il y a eu la pandémie, les confinements itératifs, et puis quand même un contexte économique et politique plutôt inquiétant. Et puis aussi toutes les problématiques autour du changement climatique qui sont apparues dans ces années-là. Donc, dégradation de la santé mentale des ados d'après leur déclaration. En France, comme dans les 50 autres pays qui font l'enquête en même temps que nous, qui sont des pays, on va dire, du monde occidental. Et la chose aussi qui s'observe chez tout le monde, chez tous ces pays et chez nous, c'est que cette dégradation, entre 18 et 22, elle est plus particulièrement marquée chez les filles. On n'a pas trop d'explications, et peut-être que vous en aurez, mais en tout cas, sur le plan épidémiologique, on n'a pas trop de choses à en dire. On peut faire un certain nombre de suppositions, mais je ne suis pas là pour faire ces suppositions-là. Donc, en tout cas, moi, de ça, j'en dis quoi? Eh bien, il y a des besoins qui semblent avoir augmenté. Alors, ils peuvent avoir augmenté pour 2 raisons évidentes. Soit, effectivement, les adolescents vont plus mal, soit ils s'autorisent plus à le dire. Et c'est la vérité, elle est sûrement entre les deux, puisqu'il y a tout un travail de déstigmatisation des troubles de santé mentale. On parle de sa santé mentale, on différencie la santé mentale, la psychiatrie, tout ça, blabla. Et sûrement que les adolescents qui sont immergés dans notre société, ils ont entendu et ils se sentent autorisés à dire « je ne vais pas bien » et tout ça. Mais pour autant, ils peuvent aussi légitimement aller plus mal pour toutes les raisons qu'on a dit. En tout cas, donc, augmentation de la demande et on l'a vu largement ce matin, à défaut d'impossibilité, en tout cas, ça devient problématique de répondre à cette demande croissante. Tout ça, quand même, dans un paradoxe, enfin, en tout cas pour moi, qui me semble qu'on est dans un contexte général où il n'y a pas un grand intérêt autour de la santé des enfants et encore moins des adolescents. Sauf pour dire, de temps en temps, ils vont mal parce qu'il y a quelques affaires, et il y en a suffisamment pour qu'on en parle, mais à chaque fois, c'est pour parler de trucs mauvais, spectaculaires, et puis après, il se passe autre chose, ça repasse sous la pile des infos intéressantes, et surtout, on ne fait rien en termes de prévention ou d'action particulière centrée sur cette population. Et j'en veux pour preuve le fait que depuis des mois, on doit faire les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant et de l'adolescent, et que c'est sans cesse, de mois en mois, repoussé. Si vraiment c'était priorisé, on ne le repousserait pas, puisque tous les professionnels ont fait un effort. Alors, au Haut Conseil, je peux vous dire, on l'a fait à marche forcée pour produire des recommandations. Donc ça, c'était le contexte général et qui rejoint ce que vous savez, vous. Ensuite, maintenant, de mon point de vue de responsable de formation. Moi, quand Bruno et Alexandra m'ont sollicité pour participer, au début, j'ai dit à Bruno, mais tu rigoles, j'ai rien à dire. Puis après, il m'a dit, mais si. Bon, donc j'ai réfléchi, me suis gratté la tête et j'ai vu beaucoup de proximité, en fait, dans ce qui arrive à nos 2 professions. À la fois la pédopsychiatrie et la médecine scolaire me semblent être des sortes de parents pauvres de la médecine, des spécialités. Alors, la santé scolaire n'est pas une spécialité, mais une surspécialité maintenant avec une formation spécialisée transversale. Mais en tout cas, c'est pas des choix qui sont priorisés. C'est pas très glamour ni d'être pédopsychiatre ni d'être médecin scolaire. Sinon, on ne serait pas en train d'être là à se dire il faut faire quelque chose. Donc, on travaille tous les 2 sur la même population, une population qui ne meurt pas, qui est peu malade et qui pourtant a une forte vulnérabilité à la fois sociale et mentale.
on parle d'enfants donc, qui sont vulnérables parce qu'ils sont en train de grandir et d'adolescents qui sont en train de grandir, mais ils sont les premières victimes des violences intrafamiliales, des psychotraumas, les placements, le harcèlement, l'échec scolaire. Donc, ils ont besoin de nous, mais pourtant, c'est pas très choisi. Il n'y a pas assez de médecins scolaires, il nous en manque 45%. On a eu une discussion à midi, on ne sait pas combien il manque de pédopsychiatres, mais il en manque. Donc, sans doute parce que c'est des modes d'exercice qui sont peu valorisés par rapport à d'autres spécialités ou d'autres formes de travailler. Et donc, c'est sûrement pour ça que les jeunes internes ne viennent pas dans nos formes d'exercice. Et que, par exemple, alors moi, ça c'est un autre truc qui m'est arrivé pour la première fois cette année, je me trouve en interaction avec 2 pédopsychiatres, l'une qui a passé le concours et qui est en formation de médecin scolaire, et l'autre qui va venir travailler avec moi en tant qu'interne de santé publique parce qu'il ne veut plus faire l'internat de pédopsychiatrie. Ça me questionne, ça ne m'était jamais arrivé, je me dis tiens, c'est quand même un signal étonnant. Je dirais qu'on ait pris nos 2 métiers dans un même cercle vicieux. Moins on est nombreux, plus c'est compliqué de travailler. On est en sous-effectif, donc on perd le sens. On n'est jamais là où on nous attend, on est toujours en train de courir. On ne nous identifie pas. Et du coup, on perd le goût à notre travail. L'autre chose aussi, c'est que pour nos 2 métiers, on doit développer une appréhension transversale, interdisciplinaire, psychosociale de notre population. Et ce n'est pas trop bien valorisé. Et alors, c'est surtout pas enseigné à la fac de médecine. Donc, on arrive là, il faut qu'on bricole, il faut qu'on apprenne et on ne s'y reconnaît pas trop. Et ça peut être un problème. On s'identifie moins bien peut-être au grand corps des médecins, s'il y en a un et si ça veut dire quelque chose. On doit tous les 2 corps professionnels améliorer notre prise en compte de la voix et de la place des enfants et des parents, chose qu'on n'apprend pas à la fac de médecine non plus et qui pourtant est centrale dans nos 2 métiers. Et puis, on a tous les 2 aussi un risque de surmédicaliser des troubles qui, sans doute, témoignent d'autre chose, mais on ne sait pas trop comment le prendre en charge de manière satisfaisante. Des enfants qui dérangent, qui ne rentrent pas dans le moule, qui font trop de bruit, et ils viennent à vous, mais aussi à nous, parce que le système n'en veut pas vraiment. Et je pense que mon voisin voit très bien de quoi on parle aussi. Donc, il faut changer le paradigme, et ce n'est pas facile. Et donc, on ne nous aide pas trop à ça. Déléguer, partager les compétences, inventer de nouvelles manières de faire, des nouveaux métiers peut-être. Alors, je finis avec quelques pistes pour avancer, pour ne pas faire que se lamenter. Sûrement qu'il faut mieux se connaître et mieux savoir comment on travaille les uns et les autres, quelles sont nos missions, quels sont nos territoires d'exercice pour développer des synergies. Puisqu'on est les 2 rares, si on se met ensemble, on pourra peut-être être plus efficient. Et j'ai retenu l'image de Ludovic Giquel ce matin, de devenir polyglotte. Eh ben, il faut un peu qu'on parle la pédopsychiatrie et que les pédopsychiatres parlent un peu la médecine scolaire. Et puis qu'on parle tous les 2, le parent et l'ado, et on va sûrement arriver plus loin. Et je pense que pour ça, et là je prêche vraiment pour ma paroisse, ça peut passer par des temps de formation partagée ou réciproque. Depuis que je suis arrivée à l'EHESP, j'ai vraiment mis le paquet sur l'intervention de pédopsychiatre et l'unité d'enseignement psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Mais je suis tout à fait à la disposition de tous ceux qui font les maquettes de la formation de la pédopsie pour aussi que les médecins scolaires interviennent. Par exemple, le DU de Ludovic Giquel, c'est pas le sien, mais enfin, il a été mon interlocuteur avec Chantal Stoner, désormais font intervenir des médecins scolaires pour savoir ce que font les médecins scolaires et comment on peut être complémentaires les uns des autres. Mais ça peut aussi être des journées d'études communes, des études de cas, des échanges de pratiques, enfin 1000 choses qu'on pourrait mettre en place. Je me disais, pour reparler vite fait de l'école, qu'on pourrait avoir une sorte de continuum de vigilance
entre le renforcement de l'estime de soi, des compétences psychosociales, repérage des premiers signes de mal-être ou de problèmes, jusqu'à l'adressage par les médecins scolaires vers la pédopsychiatrie pour les cas complexes. Quoi d'autre? Former ensemble peut-être les professionnels de premier recours, là, le premier niveau dont a parlé Bruno. Donc les enseignants, puis le grand public aussi, ça serait de l'information. Je pense qu'il y a encore matière là à progresser. Et pour finir, donc, ce dont j'aurais envie, moi, c'est qu'on puisse travailler encore plus, parce que ça se fait déjà beaucoup, de manière collaborative, en synergie, en cohérence. Et je pense qu'on pourrait vraiment l'améliorer si nos rôles ils étaient bien clairement identifiés, visibles, et que tout le monde soit bien au clair avec qui fait quoi, à quel moment. On revient dans la logique de parcours, et que ce soit à la fois pour nous en tant que professionnels, mais évidemment pour les parents et pour tous les autres professionnels, à part nos deux corps professionnels. Voilà, merci. Merci infiniment. À Jean-Michel, la lourde tâche d'être le dernier à parler dans cette table ronde. Voilà, sur Alors, comment on avance ensemble. Voilà, ça marche, vous m'entendez, c'est bon? Alors, d'abord, je vais quand même dire que je parle de quelle place je parle. Je suis effectivement psychologue, comme m'a présenté Catherine Lacourgonnet. J'ai été auparavant psychomotricien et je suis actuellement maître de conférence habilité à diriger des recherches en psychologie clinique à Rouen. Je tiens à faire cette précision-là parce qu'effectivement, certaines positions, peut-être que je vous proposerai, ou propositions, entre autres à travers le métier de psychologue intervenant en pédopsie, n'engage que moi. Voilà. D'une part, représentant avec ce matin Anne Vachez-Gatzel est intervenue aussi au nom de ces disciplines associées qui sont très présentes dans la société française depuis très longtemps, marquant aussi la place qu'occupent ces disciplines associées aussi dans le travail pédopsychiatrique, qu'il s'agisse des orthophonistes, des psychomotriciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux. On a rappelé aussi la présence des aides-soignants ce matin, toutes ces professions qui concourent à la prise en charge des bébés, des enfants et des adolescents. Et ce qu'on peut dire pour toutes ces formations, ce serait l'intérêt qu'il y ait plus, on va dire, d'échanges au niveau de la formation. Je m'explique. Nous, psychologues, il y a des domaines où on bénéficierait largement d'enseignements dans la formation initiale et dans la formation continue des apports des pédopsychiatres. Je pense, entre autres, en sémiologie, nosologie, sensibilisation de base aux médicaments, qui nous serait extrêmement utile dans notre pratique. À l'inverse, les pédopsychiatres bénéficieraient largement d'apports par les psychologues, par les psychomotriciens, par les orthophonistes, par les infirmiers, d'un certain nombre d'apports concernant les bilans, concernant les méthodes psychothérapeutiques, et cet apport mutuel me semblerait d'abord un moyen de mieux se représenter ce que fait l'autre professionnel et ne pourrait concourir et donner véritablement un sens à ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, même le terme d'interdisciplinarité qui travaillerait la question de l'articulation entre différentes disciplines me semblerait même plus adapté. Et ça existe, bien sûr, mais c'est à titre, je trouve, malheureusement trop marginal. Et on ne peut que souhaiter que ça se développe. Moi, j'ai la chance de le pratiquer à Rouen et je crois que tout le monde s'y retrouve, et je pense les internes de pédopsychiatrie en particulier. Je vais maintenant aborder plus la question des psychologues qui étaient présents dans ce rapport. Alors, les psychologues, ils ont, j'allais dire,
toute une histoire avec la psychiatrie en général, la pédopsychiatrie en particulier. Ils sont très présents, on pourrait dire, depuis la naissance du secteur. Les psychologues, on leur a demandé au départ de faire des tests. Et puis après, ça s'est étendu à tout ce qui en été des thérapeutiques. Thérapeutique, psychothérapie individuelle, psychothérapie de groupe, psychothérapie, quand je dis de groupe aussi, c'est tous les psychothérapies à médiation, que pendant très longtemps d'ailleurs un certain nombre de pédopsychiatres faisaient avec les psychologues. Ils ne le font plus maintenant, c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça en tous les cas. Mais les psychologues, c'est libellé comme tel dans le rapport, sont effectivement devenus incontournables. Mais par contre, sans doute, ce qui manque aux psychologues travaillant en pédopsychiatrie, c'est d'avoir des compétences, on va dire, qui sont dans un domaine du champ de la psychologie. Il existe des psychologues cliniciens qui, pendant très longtemps, ont été ceux qui étaient embauchés en pédopsychiatrie très, très majoritairement, de par leur connaissance dans la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, ça a tout à fait un sens, mais qui parfois n'avaient pas de compétences, de connaissances dans les évaluations neuropsychologiques et, j'allais dire, dans certaines sphères du développement de l'enfant et dans les dysfonctionnements de ces sphères de développement. Je pense à la théorie de l'attachement, je pense à la mentalisation, sans doute aussi du point de vue cognitif. Et que les trois disciplines de la psychologie, mais il y en a encore une autre qui est la psychologie sociale, qui d'ailleurs pourrait peut-être y avoir aussi sa place, mais de façon moindre peut-être, et amènent chacune un apport pour travailler en pédopsychiatrie, que ce soit la psychologie du développement, la neuropsychologie ou la psychologie clinique et psychopathologique. Et ce qui donnerait bien évidemment aux psychologues des compétences supplémentaires, complémentaires avec les pédopsychiatres. On parle à l'heure actuelle peut-être d'une augmentation du nombre d'années d'études des psychologues. Certains vont même plus loin. Je fais partie de ceux-là qui pensent à un doctorat d'exercice. En tous les cas, des compétences plus importantes pour pouvoir prendre en charge au mieux les enfants, les adolescents et les bébés en pédopsychiatrie. Aussi, ça, je dirais, très articulé à la question aussi de la recherche. Les psychologues se sont formés ou commencent à se former mieux à la recherche et ils pourraient être tout à fait des acteurs parmi d'autres, avec aussi, et ce matin, Anne Gattossal le rappelait, l'importance aussi pour l'ensemble d'ailleurs des disciplines associées d'être inscrits dans un travail de recherche. Ce travail de recherche qui est quand même très souvent stimulant, au-delà de ce qu'il peut apporter en termes de connaissances scientifiques pour avancer dans nos prises en charge, dans nos connaissances, mais aussi de ce qu'il a d'émulation dans une équipe et de dynamisme dans une équipe de pédopsychiatrie, à travers aussi toutes les difficultés qu'on a pu évoquer ce matin pour ces équipes, avec cette démographie extrêmement basse des pédopsychiatres. Un point aussi qui m'a particulièrement, j'allais dire presque inquiété et attristé, c'est l'attractivité de la pédopsychiatrie pour les psychologues. Ce matin, Anne Gattossal nous a aussi rappelé qu'il y avait une attractivité qui restait importante pour les psychomotriciens, et tant mieux, très bien. Pour les psychologues, j'ai malheureusement un tout petit peu plus de doutes. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'une part, nos étudiants de master ont beaucoup de difficultés à trouver des stages en pédopsychiatrie. N'hésitez pas, comme pédopsychiatre, ayant potentiellement connaissance de place auprès de collègues psychologues pour être encadrés. Et d'ailleurs, ça rejoint cette formation d'augmentation du nombre des années d'études pour une formation beaucoup plus pratique aussi. C'est ce qu'on reproche en général aux psychologues, pas complètement à tort, d'avoir une formation peut-être trop académique avec, on va dire, un pourcentage d'heures sur le terrain qui est malheureusement trop basse, même si les choses se sont plutôt améliorées. Mais il y a encore de grands progrès à faire à ce niveau-là. Et cette attractivité de la pédopsychiatrie, il y a ce premier point, peu de stages, et d'autre part, peu. Alors, je ne sais pas si la région normande est particulière, mais j'en suis malheureusement pas sûr.
beaucoup moins d'étudiants qui prennent de poste en pédopsychiatrie. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'on a dit aussi ce matin. Eh bien, très vite, ils s'installent en libéral après une mauvaise expérience à l'hôpital. Et ça, c'est quand même très dommage. C'est quand même très dommage. Et là encore, c'est pas pour dire avant c'était mieux, mais les postes, il n'y avait pas que les postes en pédopsychiatrie, il y avait peut-être les postes en psychiatrie en général, mais la pédopsychiatrie avait un effet attracteur chez un nombre considérable d'étudiants en psychologie. Au départ, effectivement, ceux de pathoclinique et maintenant aussi ceux de développement, hein, qui sont aussi embauchés beaucoup plus en pédopsychiatrie ou les neuropsychologues. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, hein, mais d'enjeux importants par rapport à ces disciplines associées qui sont pour moi aussi au cœur de la pédopsychiatrie. Et juste pour rappeler qu'ici, au niveau de l'organisation, hein, par la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Didier Anzieux a été un des présidents de la Société française de psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et des disciplines associées. Merci de votre attention. À tous les quatre pour votre éclairage. On a vu avec Pauline Espy l'importance de l'enthousiasme et à quel point c'est présent dans la jeunesse qui est appelée à nous succéder et qui travaille à nos côtés en ce moment. Et cette appétence à réfléchir, penser ensemble l'avenir de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est réjouissant. Aussi en termes de collectif, hein, d'imaginer que sans collectif, on n'y arrivera pas et que c'est aussi là où on peut trouver des ressources, du soutien et une dynamique fondamentale pour repenser l'organisation du soin dans notre discipline. On a vu la place des familles, comment elle est importante et ce qui m'a amusé, Daniel, aussi dans la façon dont moi je vous ai présenté comme issu de l'industrie pharmaceutique, vous avez bien montré aussi au travers du parcours de vous comme parents et de votre enfant, comment finalement la question des psychotropes n'était pas au premier plan de toutes vos interrogations, mais arrivait un petit peu, comme un des outils, de la prise en charge, mais c'était pas forcément ce qui était fondamental. Et bravo à vous, parce que c'est vrai que ça a été dit ce matin, mais c'est très important qu'on prenne en compte aussi le côté expérientiel des familles et des patients. Et il y a aussi un savoir qui est issu de cette traversée-là du parcours de soins du côté des enfants, des ados et de leurs familles et de chacun des parents dont vous avez subtilement dit les différences. Après qu'il y a un rôle paternel, un rôle maternel, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un effet générationnel, mais on va dire dans nos générations, sûrement les femmes ont plus donné pour prendre en charge les enfants jusque-là. Et il y a peut-être aussi des choses à réguler différemment. Emmanuelle Godot nous a redit, alors elle s'interrogeait sur sa légitimité, ça c'est tout à son honneur, parce que si on a bien vu qu'il y avait quelqu'un de légitime, c'est bien elle, dans le sens où c'est vrai que le champ social où on rencontre les enfants et les ados, c'est comme les adultes pour le lieu de travail, les enfants et les ados, c'est à l'école, au collège et au lycée, ils y sont plus que dans leur famille, et c'est vrai que c'est quand même un champ où on a d'observation infinie, de recherche indispensable et d'intervention, où on a effectivement à participer, nous, la psychiatrie de l'enfant et de l'ado, et de voir comment on peut s'articuler au mieux. Et là aussi, je me disais par rapport, moi qui commence à être vieille, à l'apprentissage de nos disciplines où on nous apprenait la rigueur, le cadre, où il ne fallait pas du tout transmettre d'informations, il fallait rester dans son précaré. C'était à l'image de ce que devait être le contenant de pensée des enfants. Il ne fallait pas donner d'intro ou d'informations aux parents, à la scolarité. Aujourd'hui, on est plutôt dans comment on peut travailler en interdisciplinarité, quelles sont les infos qu'on peut transmettre, les formations en commun qu'on peut avoir, les recherches qu'on peut faire en
impliquant les différents acteurs, y compris les principaux intéressés que sont les enfants, les ados et leurs familles, voilà, mais aussi tous les professionnels de l'éducation nationale. Et ce que j'entendais à midi aussi, que moi j'avais pas aperçu avant ce déjeuner, c'est qu'on est une exception française, et moi je dirais vive l'exception française, parce que je ne savais pas qu'il y avait qu'en France qu'il y avait de la médecine scolaire. Et j'avais une petite discussion off avec Patrice Suer tout à l'heure, et qui, à juste titre, disait mais on passe notre temps à réinventer la poudre. Ça serait bien d'avoir une histoire de la psychiatrie, mais c'est vrai que peut-être qu'il faut réinventer la médecine scolaire, mais en tout cas on voit à quel point elle est indispensable, et c'est quand les choses manquent qu'on voit à quel point ça a de l'intérêt. On en est à ce carrefour-là, aussi bien pour la médecine scolaire que pour notre discipline qui est la psychiatrie de l'enfant et de l'ado, avec des demandes sociales qui sont très fortes, qui sont au-delà de nos possibilités. C'est Louise Mélie-Dumas qui parlait de la culpabilité essentielle dans nos pratiques, enfin où on a à chaque fois, et on nous le renvoie en nous disant c'est une perte de chance de ne pas voir un pédopsychiatre. Et parfois moi je dis oui, mais enfin c'est vrai que entre la perte de chance et comment prioriser là où on peut avoir le plus d'action, il y a un choix pénible à faire, mais qu'il faut quand même qu'on ait. Donc merci pour voilà, cet énoncé et cette force de conviction qu'il faut bien qu'on travaille ensemble, et que ça peut même être synergique, intéressant, collaboratif, pertinent et économique. Oui, on n'a pas beaucoup parlé d'économie, mais c'est vrai qu'un trouble installé coûte beaucoup plus cher que entre guillemets son économie, c'est-à-dire sa prévention, et que ça aussi c'est un calcul à faire, et qu'on n'est pas aidé dans nos études pour avoir ni pour la formation institutionnelle ni pour la formation économique, mais c'est des choses qu'il faudrait penser aussi dans nos études de médecine. Et puis Jean-Michel, merci donc aussi d'avoir déployé tes différentes casquettes, donc de travail universitaire, d'habilitation à la recherche, de psychomotricien et aussi de psychologue, d'intervention d'urgence, de crise, comme de psychothérapeute. Donc ça fait beaucoup de champs d'exercice et qui te permettent aussi d'avoir de la hauteur pour réfléchir à ce que pourrait être une formation des psychologues, et cette question d'un doctorat avec un terrain clinique qui soit indispensable, et à nous de le penser. Alors, toutes ces dimensions-là, je pensais à ça par exemple pour les psychologues et cette pratique clinique, les stages où on doit dire, alors on va parler à notre antenne d'État, mais on espère qu'ils nous écoutent, les représentants aujourd'hui de nos tutelles, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir faire sans eux, parce qu'il y a des enjeux de direction de politique, il y a cette affirmation que les enfants et les adolescents, mais c'est pas que du trouble, et quand je dis trouble, je fais aussi allusion à là en ce moment, il y a cette espèce de stigmatisation de la violence des adolescents. C'est vrai que c'est bien de répéter qu'ils vont quand même plutôt bien en majorité, et puis que c'est eux qui vont tracer le monde de demain, et que c'est important d'investir là aussi dans cette jeunesse-là. Et à la fois, on est toujours en train, enfin, il y a une espèce d'apologie du jeunisme, mais on n'aime pas beaucoup nos jeunes, comme on n'aime pas beaucoup les gens qui s'en occupent, que ce soit la médecine scolaire, que ce soit les pédopsychiatres, et j'allais dire que ça soit les parents, parce que la façon dont on entend le plus souvent parler des parents, c'est quand même pour dire qu'ils sont maltraitants, qu'ils font mal les choses, qu'il faudrait leur mettre des pénalités, enfin, on les stigmatise aussi. Il y a aussi des très chouettes parents et qui travaillent et qui s'investissent, non seulement voilà, pour leurs enfants, pour ceux des autres, et ça c'est aussi très précieux. Et puis, ce que disait Bruno au début, c'est-à-dire que c'est une approche systémique, finalement, globale, holistique, l'épervier qui ferait un peu le tour de toutes les disciplines et tous les champs, mais c'est important d'avoir cette vision globale parce que, et c'est Catherine Zitoun qui nous le rappelait aussi dans ses questions, mais on a une précarisation de la société, des angoisses importantes, l'idée d'une génération, c'est la première fois, enfin en France,
peut-être dans le monde, mais j'en sais rien. On sait que les générations futures ne seront pas avantagées par celles qui sont en place et vont pas forcément progresser. Donc il y a des nouvelles pistes à prendre. Et voilà, on a notre place pour les soutenir aussi et pour voir comment ils vont pouvoir nous aider aussi à progresser dans le monde de demain. Donc toutes ces raisons sont des raisons importantes, voilà, pour qu'il y ait une priorisation nationale de cette question de la santé mentale des jeunes, des ados et des familles. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Quand les parents vont mal, quand les familles vont mal, quand il n'y a plus de boulot, quand elles sont précarisées, quand les identités sont poussées aux extrêmes, les enfants ne vont pas bien non plus, en général. Donc voilà, et ce n'est pas l'inverse.